Salut à tous, bienvenue pour un petit récap du Tour 2024. L'idée m'est venue tout simplement en ayant ce rôle privilégié de pouvoir voir les élites et aussi un peu le milieu du peloton. Et c'est vrai que j'ai pu observer pas mal de choses. Je vais pas revenir sur le contenu que j'ai fait sur la vidéo des formats plus de 50 heures. Là, le but de cette vidéo, qui sera assez courte, c'est justement de faire des précisions par rapport à la précédente vidéo et aussi vous apporter quelques nouveautés. J'ai appris pas mal de choses sur cette édition 2024. Donc c'est souvent important ouais, d'avoir la vision élite parce que c'est des gens qui optimisent, mais aussi de voir si on peut faire ça pour tout le reste du peloton. Alors, le premier point, c'était la spécificité 2024. Ben, clairement, elle résidait dans la météo, où les coureurs n'ont pas été gâtés, c'est-à-dire que ils ont eu de la forte pluie, notamment pour la deuxième vague dès le départ. Forte pluie, froid, brouillard, même un peu de neige au niveau du col Lozon. Puis après, à partir du mardi, il a presque fait chaud, voire même très chaud. Donc là, il y a eu un écart de température assez dingue pour de nouveau rebasculer vers du froid, mais sec. Et finalement, à partir du jeudi, fin d'après-midi, de nouveau, de la neige, du vent, beaucoup de vent aussi, notamment sur les sommets. Et donc des conditions de nouveau très difficiles sur la fin de course. Donc, de mémoire, à part l'édition, je crois, 2012, qui avait été plus ou moins euh, arrêtée pour quasiment tout le peloton à Saint-Rémy-en-Beauce, à part 6 coureurs, il me semble, je pense qu'il n'y a jamais eu une édition qui, sur toute la semaine, avait voilà, des conditions difficiles. Donc, ce qu'on a pu observer, du coup, ça a découlé beaucoup de difficultés pour les coureurs, normal. Donc, le choix des vêtements a paru vraiment essentiel dans cette épreuve. On a l'exemple, par exemple, de Martin Perrier qui est donc tombé malade le troisième jour et qui l'explique par la prise de mauvais vêtements sur le col Lozon. Donc pour lui, c'était la première nuit. Du coup, ça a eu des répercussions seulement 2 jours après. Mais voilà, c'est en fait ce qu'on va vraiment comprendre par ces conditions. On sait que le tort, le moins de détails compte, mais je trouve qu'avec ces conditions, le moins de détails a pu vite créer d'énormes problèmes. Euh, donc ça, c'est ce que Martin Perry a dit. François Den a aussi avoué que les 15 premières heures avaient été presque les plus dures de toute l'épreuve. Alors lui, c'est aussi dû effectivement à son problème de cheville. Mais voilà, il y a quand même des discours redondants qui vraiment mettaient en lumière les 15 premières heures qui ont été vraiment très difficiles. Moi-même, j'étais spectateur à Reims Notre-Dame. Et j'ai vu vraiment des gens très fermés hein, dans leur capuche. Voilà, on sentait que c'était pas une partie de plaisir. Ils étaient bien contents quand même de redescendre en bas. D'ailleurs, je me permets un petit coq à l'âne, mais j'ai pu voir la descente de Reine Notre-Dame, de Beignat Marmissol et de François Den. J'ai trouvé, je ne fais pas partie des pacers, il n'y en a pas eu. J'étais avec les caméramans, mais on était un peu en retrait par rapport à François Den et Beignat. Et j'ai été vraiment surpris du différentiel entre l'aisance de François Den et l'apparente paraissait presque lent, alors que nous derrière, on devait vraiment appuyer pour pouvoir suivre. C'était vraiment un contraste incroyable et je regardais souvent 200 mètres plus bas. Je me disais, bah tiens, il va lentement et non. En fait, il a vraiment cette impression de lenteur et je vous garantis que le rythme en descente, moi personnellement, sur un 300 bornes, m'a vraiment impressionné de la part de Beignat aussi. Hein. Alors Beignat, bon, il est un peu plus petit, donc il donnait moins cette impression de lenteur.
Mais voilà, sur une épreuve aussi longue, j'ai vraiment été impressionné du rythme qu'ils mettaient en descente. D'ailleurs, à ce moment-là, ils étaient en avance sur le record de Franco Collet. C'est-à-dire que moi, j'étais en haut, il faisait encore jour, et en bas, il faisait encore jour. Donc ça m'a vraiment impressionné de la part des élites. C'est certainement le secret hein, d'aller vite, mais dans les descentes, mais en dépensant le moins d'énergie possible. Voilà, visuellement, François Dem paraissait vraiment tranquille. Donc voilà. Donc à Rennes Notre-Dame, qui est au kilomètre, non, je le dis un peu de tête, 65. euh, donc entre l'arrivée de François Den et le milieu du peloton, donc j'ai pu voir beaucoup de monde passer et j'ai vraiment été surpris, malgré les conditions, de vraiment l'état des coureurs hein, qui arrivaient en fait à Rennes. J'ai vu deux personnes tomber par terre dans la salle. Euh, et là, on arrive à la spécificité du tort, c'est-à-dire que c'est une observation, ça vaut ce que ça vaut. Mais j'ai l'impression que pour le milieu du peloton, l'élite, ils sont restés 2, 3 minutes. Voilà, ça reste des élites. Ok, c'était très court. François Den s'est quand même fait masser. Euh, donc voilà, François Den a pris plus le temps que Beignat et que tous les suivants. Mais voilà, globalement, chez les 15 premiers, ça allait super vite. Et par contre, chez les autres, j'avais l'impression, en fait, d'un point de vue spectateur, euh, qu'ils restaient à l'intérieur, mais voilà, parce qu'il faisait froid dehors, mais ils optimisaient pas du tout leur temps au ravito. J'ai vu beaucoup de personnes assises et attendre. Euh, alors, j'ai vraiment eu l'impression que, en fait, sur l'ensemble du tour, sur le milieu du peloton, que les petites pauses étaient beaucoup trop longues et qu'à l'inverse, les grandes pauses étaient très disparates selon les coureurs. Euh, donc voilà, j'étais même étonné de pauses de 6 heures sur des grandes pauses. Alors, c'est toujours pareil, hein, si on a la sensation que ça nous fait du bien, bah, c'est parfait. Hein. Mais voilà, quand même, le regard extérieur à Rennes, moi j'ai vu des gens rester beaucoup trop longtemps là-dedans. D'autant plus avec cette météo, parce que je trouvais que le différentiel de température entre la salle qui est super chaude et l'extérieur, bah, j'avais l'impression que plus on restait, moins bon, moins bien c'était. D'ailleurs, je pense que les deux personnes qui sont tombées dans les pommes, on n'est pas loin d'être effectivement entre ce différentiel de température. Euh, j'ai vu peu de personnes qui avaient une démarche, comment dire, carrée, en train de se dire, OK, j'arrive au ravito, je dois faire ça, 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 ça. C'était plutôt, ils cherchaient d'abord la place. Alors bon, ça, c'est tout un enjeu aussi, hein, c'était bien rempli. Ils cherchaient la place, ils se posaient. Une fois qu'ils étaient posés, je les voyais observer. Ils allaient se lever, chercher à manger. Bon, voilà, tout était un peu, comment dire, brouillon. En fait. Donc, je pense que s'il y a des choses à retirer des élites, c'est le côté organisé. Et vraiment, je trouve que plus on reculait dans le peloton, et moins c'était organisé. Voilà, c'est une impression générale, j'insiste. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a marqué sur les pauses. Euh, voilà par rapport un peu à la spécificité 2024 de ce que j'ai pu voir. Euh, ensuite, je parle d'assistance. C'est aussi une spécificité 2024, mais je me suis vraiment. Donc là, j'ai fait une immersion dans le monde un peu de l'assistance. Et je trouve vraiment que l'assistance, c'est vraiment pas évident sur une épreuve de ce type, où finalement l'assistant passe son temps à attendre et quand le coureur arrive, bah, il attend aussi qu'il dorme et ainsi de suite. Euh, en plus, la nouvelle façon de faire du Tour des Géants fait que les assistants ne sont pas dans la salle, ils sont toujours mis de côté. Même si cette année, il faut bien le dire, les endroits ont été un peu plus, c'était pas simplement dehors, hein, c'était des temps fermés, donc ça, pourquoi pas. Mais je me suis vraiment posé la question à un moment donné, quel était l'intérêt de faire une assistance, en tout cas dans les basiques. Vraiment, je me suis dit, là, on fatigue l'assistant, est-ce qu'il ferait pas mieux d'aller à d'autres points où là, il peut avoir un vrai impact voilà, c'est la question que je me suis posée. L'assistance, oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plutôt à Aurousse, à Rème, plutôt qu'à Cognes et Valgrisanche? Est-ce qu'il faut voilà, pas plutôt aller à Champorcher, qu'à Donas, et ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a eu un peu, puis on le voit à Gressonnet, hein, où ça crée même, j'ai vu des tensions quelque part, parce que les assistants sont fatigués. Ils ne voient pas leur coureur. Le coureur, forcément, il y a les massages à l'intérieur, donc ils rentrent. Voilà, ça crée
un petit couac. L'organisation a fait ce choix. Après, voilà, c'est ainsi, mais pour éviter qu'il y ait trop de monde. Alors ça peut s'entendre, hein, surtout au milieu du peloton. C'est sûr que devant les 30 premiers, bon, ils sont tout seuls dans le gymnase. Après, c'est sûr que si on rajoute une personne par coureur, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'à l'époque, ça devait faire beaucoup de monde. Ah, c'est un choix, voilà. Mais du coup, vous, en tant que coureur, quand vous avez une assistance, je pense que vous auriez intérêt à leur dire d'aller à deux endroits. J'ai vraiment vu des gens ouais, qui disaient que c'était très physique d'être assistant. Donc, les choyer aussi, c'est pas plus mal. Peut-être calculer euh, quand ils viennent vous voir, c'est en journée et la nuit, ils peuvent dormir. Pour aussi que prendre la route, des fois, dans un certain moment, c'est pas toujours facile. Hein, il y a notamment toute la partie après Gressoney jusqu'à Valtorin, vous avez quasiment 1h30, 1h40 de route à chaque fois. Donc, des fois, c'est à 3 heures du mat et ainsi de suite. Même en termes de sécu pour votre assistant, je trouve que voilà, c'est peut-être pas le must. Hein. Donc, essayez peut-être de choyer votre assistant en donnant des points plus éloignés. Euh, donc voilà. Ensuite, sur le sommeil, ce que l'on a vu de la part des élites, en tout cas, euh, la tradition au Tour, c'était vraiment de jouer sur le sommeil. Hein. Franco Collet est l'exemple, hein, où on a toujours entendu Oliviero Bozzatelli, qui ont été sur toujours des temps de sommeil très courts. Hein. La légende dit que Bozzatelli aurait gagné un de ces deux Tours sans avoir dormi. Euh, donc voilà, Collet a aussi cette réputation de faire que des micro-sommeils vraiment très courts, avec un temps global minimum. D'ailleurs, Andrea Macchi, qui fait 4, a donc lui dit qu'il avait dormi un quart d'heure. François Den aurait dit qu'il a dormi 1 heure. Donc, ça reste quand même sur 10 heures, on va dire, de course, très peu. Et là, j'ai découvert avec surprise la stratégie de Louis Calais, qui était donc très longtemps en tête. euh, Très longtemps en tête. Et lui, en fait, il a dormi 1h30 par nuit dès la première nuit. Donc, moi, personnellement, je trouve ça très fort parce que ça veut dire que il doit faire fi des adversaires. Du coup, lui, il joue quand même la gagne, hein. Enfin, ou en tout cas, les premières places. Il a réussi à se désintéresser du classement de la course pour faire ses vraies pauses. Alors, franchement, chapeau. Et c'est effectivement, pour avoir vu certaines images, où on le voyait, il paraissait quand même très frais, effectivement, tout, le long, avec vraiment des grosses allures avant sa gastro. Euh, donc, c'est vrai que c'est la première fois, à mon sens, qu'un élite dort autant. Donc ça, c'est peut-être une petite leçon qui va peut-être impacter tout le peloton en se disant, bon, bah, si un des premiers dort 1h30 par nuit, oui, bah, nous, à minima, faire la même chose, ça a du sens, voire peut-être même faire deux pauses d'1h30 dans la journée, quoi. Après, ça se comprend bien, hein, ça permet d'aller beaucoup plus vite entre les sections, prendre plus de plaisir. Euh, voilà, mais je trouve que c'est la première fois où on entend ça. Et est-ce que ça va révolutionner un peu les stratégies de sommeil? Ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé sur la Swiss Peak avec Victor Richard, qui, euh, donc sur les 360 premiers kilomètres, avait dormi entre 8 à 10 heures par nuit. Et qui finalement a été très frais sur la deuxième partie. Donc voilà, on est en train, est-ce qu'on assiste à un changement? Je trouve que ce serait plutôt pas mal parce que machinalement, des fois on reproduit, on essaie de dormir moins ou de manière plus efficace. Et bon, voilà, je pense que ça, c'est un vrai renouvellement de la pensée générale, notamment en Italie où ils sont vraiment sur le micro-sommeil. Voilà ce que j'ai pu constater sur le sommeil. Chose aussi, et ça c'est toujours vrai, très difficile de dormir à certains endroits à cause du bruit. Hein, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde qui discute autour. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment complexe de trouver des endroits où on dort correctement. C'est une vraie, j'en ai parlé dans la vidéo d'études du tort, mais voilà, c'est une vraie complexité. La petite nouveauté au niveau du sommeil, c'est que la salle à Champollion, c'est une nouvelle salle et apparemment pour dormir, c'est vraiment top. Donc ça, c'est un bon changement. Enfin, on l'avait déjà constaté sur plusieurs torts. J'avoue, je m'étais jamais vraiment plongé dedans sur le gonflement, sur la rétention d'eau, les gens qui gonflent. Euh,
voilà, c'est vrai que c'est quelque chose de très courant et je n'avais pas forcément de réponse ou j'ai pas eu peut-être l'intérêt de vraiment cogiter là-dessus. Bah, du coup, c'est arrivé à Amandine. Donc, j'ai vraiment essayé de comprendre le pourquoi du comment. D'autant plus que j'ai appris que pas mal ont été concernés, que pas mal d'abandons ont eu lieu aussi à cause de jambes gonflées ou de chevilles gonflées. Alors, il peut y avoir pas mal d'explications, mais une explication qui paraît très plausible, surtout sur cette édition-là. Il faisait froid, mauvais, et je pense que les gens n'ont pas assez bu. En plus, il y avait les vestes et les pantalons imperméables, donc on a tendance à encore plus transpirer. Et donc, les gens sont arrivés finalement avec une hydratation vraiment très minimale. Pour contrebalancer les bouillons de pâtes qui font du bien, parce que c'est quelque chose de chaud, bah, était très salé. Pour peu qu'on mettait de la ceinture dans les flasques, en fait, le déséquilibre, trop de sodium, pas assez d'hydratation, peut créer donc cette rétention d'eau. Donc là, voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention à l'hydratation quand il fait très mauvais. Donc j'ai discuté avec un kiné du Thor qui m'a confirmé qu'il y avait plus de problèmes comme ça quand il faisait mauvais que quand il faisait très beau, parce que quand il fait très beau, les gens savent qu'il faut boire. Et là, je pense que voilà, pas mal de personnes ont un peu zappé ce côté hydratation. En tout cas, n'avaient pas cette sensation de soif. Et donc, voilà, donc sur un 170 bandes, ça passerait, mais sur une épreuve du registre du tort des géants qui dure aussi longtemps, ouais, c'est le petit détail qui peut poser problème. Ce que je suis un peu dans le gonflement, mais c'est un peu une suite logique. Ce que j'ai aussi appris sur cette édition du Thor, c'est que finalement, le moins de petits détails, même si la forme est excellente, hein, je me suis fait avoir sur Harmonic qui avait une forme excellente, mais le moins de petits détails doit nous alerter. Et c'est pas parce que la forme est excellente qu'on doit négliger ce détail. Donc ça peut être une petite douleur au releveur, on sent juste un petit point, pas se dire bah, ça passe. Peut-être tout de suite faire notamment au niveau de tendinite du releveur. C'est vrai que les kinés font vraiment quelque chose d'efficace là, qui évite tout mouvement du pied. C'est assez efficace. Mais du coup, ne pas attendre. On sent un point, on est au 150e kilomètre. Bon, bah, c'est pas le fait de faire 50 kilomètres supplémentaires qui font que ça va aller mieux. Donc, la gestion du détail, voilà, m'a encore, voilà, sur du format XXL, c'est vraiment capital là. On en revient toujours à ça, c'est prendre la bonne décision au bon moment. Mais quand il y a des conditions extérieures très difficiles, on est déjà en train de lutter, donc c'est un peu, voilà, je pense que c'est encore plus compliqué. Donc voilà. Ensuite, ce qui m'a marqué, c'est l'état physique des coureurs. Alors, on est tous prêts à en chier, en guillemets, sur les 50 derniers kilomètres. Mais j'ai été très marqué de l'état, dû à plusieurs choses, hein, dont la météo, mais des états que j'ai trouvés très entamés très tôt dans la course. Et j'ai vraiment senti un côté finisher à tout prix. Alors j'insiste, hein, quand ça nous arrive à 50 bornes de l'arrivée, à 40, 30, bon, bah là, on serre les dents et on va à l'arrivée. Mais j'ai vu des choses très tôt dans la course, des gens en travers, des gens qui boitaient et qui sont allés au bout, mais je me dis, ouais, est-ce qu'il faut être finisher à tout prix? J'ai l'impression que des fois, là, en tant qu'entraîneur, j'avoue que ce que je voyais, je me dis, est-ce qu'il devrait, quoi, faire le tort? Et de ce fait, je trouve que ce qui m'a marqué, j'ai vu très peu de sourires. Alors, j'ai vu beaucoup de sourires en tête de peloton, j'irais sur les 30 premiers. Et après, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup de souffrance. C'est une impression générale, hein, mais beaucoup de souffrance. Et j'ai découvert une facette du tort que je ne connaissais pas. Et voilà. Je sais pas ce qu'on pourra faire de ça, mais en tout cas, ça m'a marqué en tant que spectateur de voir autant de gens en chier. Et j'insiste pas sur les 50 derniers kilomètres, mais déjà bien avant. Euh, donc voilà. Ensuite, une petite discussion m'a fait un peu tiquer à la remise des prix. J'ai discuté avec Thierry Ador, donc, qui est un voire très expérimenté, qui a déjà fait plusieurs fois le Tour, Swiss Peak. Il me semble que c'était la quatrième fois qu'il faisait le Tour des Glaciers. Le Tour des Glaciers, il a toujours eu des soucis, enfin toujours, fois, il était malade, mais bon, et des soucis de genoux, de blessures.
Et en discutant avec lui, il me dit ah oui, c'est fou que j'ai aussi bien couru, et en plus, je m'étais pas trop entraîné cette année. Et là, ça fait tic dans ma tête, mais est-ce que c'est pas le secret de lorsqu'on arrive sur une épreuve comme ça, donc il faisait le Tour des Glaciers, hein, est-ce que c'est pas le secret, c'est-à-dire est-ce que l'entraînement, de toute façon on fait pas un Tour des Géants, un Tour des Glaciers en s'entraînant l'année avant, c'est souvent sur des années et des années avant. Un Tour se prépare finalement sur 10 ans, sur 5 ans, et je me dis que finalement l'année où on doit certainement moins mettre de boost, c'est peut-être la dernière finalement. Parce que en voulant augmenter le volume, ce genre de choses, bah, on crée des micro-traumatismes, des GN toute l'année. On arrive toujours à, bah, finalement, sur un format comme ça, ou de 100 bornes, bah, ça bascule en blessure. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut être sous-entraîné pour faire le tort? Je suis pas loin de le penser que en fait c'est certainement les 2 ans avant où on doit bien charger et finalement l'année où on arrive, eh ben, on ne doit pas en faire en tout cas beaucoup plus. Euh, ou en tout cas privilégier vraiment les allures mais vraiment très très lentes. En tout cas voilà, c'est un questionnement qu'on peut avoir. Et du coup quand je parle d'affûtage, quand on parle de 15 jours à 3 semaines avant, j'aurais tendance à dire oui mais même 4 semaines avant, on pourrait déjà bien réduire, vraiment réduire. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé cette discussion assez intéressante avec Thierry. Euh, voilà un peu les observations que j'ai pu faire sur le Tour des Géants 2024. Ça reste toujours une fête incroyable. Il y a toujours, alors même si la météo, effectivement, il y avait un peu moins de spectateurs que les autres années, je trouve, mais ça pouvait bien se comprendre, hein. C'était assez désagréable d'être dehors ou en pleine montagne, mais ça reste toujours quelque chose de spécial. Et je trouve que le samedi, quand il y a l'arrivée des derniers, ou le dimanche à la remise des prix, on sent toujours quelque chose de particulier. Et donc, bah, je vous dis vivement 2025.